Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis, en Espagne, avec les anciens des brigades internationales. Flight number 2, arriving from... Celle-là, vous la connaissez? Oh, je connais toutes. C'est dommage que je n'ai plus de voix pour chanter. C'est en français, là? Changer de base, nous sommes, nous soyons toujours debout. C'est la lutte finale. Nous et demain, la terre, je ne peux pas, sera le genre humain. C'est la lutte finale. Groupons-nous, c'est demain. La terre nationale sera le jour. Mais je ne peux plus chanter. En camp de concentration ne me donnait rien. J'allais boire de l'eau à la fontaine pour donner le sein à ma fille. Maintenant, nous sommes vieux, nous pouvons dormir, notre conscience nous laisse en paix. Toujours vert, toujours rouge, les papis et les mamies des brigades internationales, aujourd'hui, juste 60 années après, reviennent en Espagne, là où ils étaient venus, les mains nues, se battre l'automne 1936. Ils avaient 20 ans, ils venaient du monde entier, de 53 pays. Ils furent 35 000 au total, ouvriers, gens de peu, salopards en casquette, petits intellos des faubourgs, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Ils croyaient ça. Ils chantaient l'Internationale, ils croyaient ça. Ils disaient ni Dieu, ni César, ni tribun, ils croyaient ça. Ils avaient 20 ans, ils venaient défendre un pays qui n'était pas à eux, défendre contre le fascisme, contre un ennemi commun, pour la paix, pour la liberté ou pour la République, et cette forme supérieure de la démocratie qui était pour eux, pour certains d'entre eux, le communisme. Vous souriez, vous avez raison, mais c'est facile aujourd'hui que les cartes sont retournées. Cocus, ils furent, oui, mais la peur d'être trompés ne les a pas empêchés d'aimer, à mourir. Aujourd'hui, le communisme totalitaire, religion laïque, a implosé, balayé les débris d'une illusion. La question reste entière. Ils criaient unité, ils n'étaient pas d'accord entre eux, ils se sont gourés d'ennemis, certains voulaient un monde meilleur, d'autres se battaient pour le meilleur des mondes. Ils étaient prêts à donner jusqu'à la dernière goutte de leur sang, alors que je ne donnerai pas la dernière goutte d'encre de mon stylo. Ils l'ont donné, leur sang, pour écrire l'histoire de l'Espagne, du monde et des hommes. Vous direz que les temps ont changé, que la page est tournée, qu'il faut de l'oubli, sans doute. Mais attention que toute ressemblance avec des fascismes existants, rampants, montants, ne soit pas tout à fait fortuite. Dernier voyage avec les derniers survivants, les derniers magnifiques, à bord des grands mythes politico-romantiques que l'épopée pathétique du soleil noir d'Espagne a engendré dans leurs petits fauteuils roulant sous les médailles, les larmes et les œillets rouges. Bien sûr, en écoutant cela, il y a des dentiers qui grincent. 60 ans après, les lésions ne sont pas toutes refermées, les haines ne sont pas repliées, vos ennemis survivent avec vous. Mais quand leur train sera reparti pour la dernière fois, quand pour la dernière fois ils descendront les Ramblas jusqu'à la mer sur un tapis de fleurs, ils nous laisseront les mêmes questions. Comment se tromper sans se trahir?
Comment avoir la foi sans tomber dans la religion? Comment lutter et douter? Comment se battre et penser? Comment s'attendre à l'inattendu? Comment vivre l'irrésolu? Comment découvrir en soi des trésors de désirs insatisfaits? Comment rester vert? Comment rester rouge? Ça peut paraître curieux, mais c'est sur France Inter. Là-bas, si j'y suis avec les anciens des brigades internationales. Bienvenidos a la ciudad de Barcelona, amigos y luchadores de la libertad. Welcome to the city of Barcelona, to Catalonia. Welcome the people who has contributed to the freedom of the world, to the freedom of Spain, to the freedom of Catalonia and to the freedom of Barcelona. Durante 2 días estaréis con nosotros y espero que tendréis todas las atenciones de todos los ciudadanos como esta gran bienvenida popular y espontánea en esta estación. Pendant 2 jours, vous allez rester avec nous et j'espère que vous allez recevoir toute l'attention que vous méritez. Et j'espère aussi que vous rencontrerez votre histoire personnelle. Al Paral·lel, el carrer Aragó, la Gran Via, la Diagonal, tots aquests carrers, tots aquests racons de Barcelona. Vous allez retrouver toutes ces rues que vous connaissez, le carré de la rue d'Aragon, le Paseo de Gracia, toutes ces rues que vous connaissez si bien. Una forta abraçada de tots els barcelonins i de tots els catalans. Recevez Salut i força! ¡El fascismo no pasará! ¡El fascismo no pasará! ¡El fascismo no pasará! ¡El fascismo! Lucha final. El género humano es la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la Wagons de tête du train d'Albacete à Barcelone. Ces anciens des brigades internationales se reposent, discutent, se retrouvent, boivent un coup, se marrent, s'endorment avec leurs bérets, leurs médailles, leurs insignes, leurs émotions. Certains sont venus avec leur famille, leurs épouses, leurs enfants qui les ont accompagnés, et bien sûr dans des conditions complètement différentes, parce qu'il y a des niveaux sociaux 60 ans après complètement différents. Ça va depuis des États-Unis tout à fait cossus jusqu'à des gens de la Havane qui ont eu un mal fou à venir pour se payer le voyage. Ils ont vraiment des visages, des têtes, des destinées tout à fait différentes, mais tous évidemment se retrouvent dans la même émotion. Dans ce train, il y a une femme tout à fait remarquable qui est toute de noir vêtue avec un magnifique chemisier blanc, un chignon très noir. Et cette femme, c'est Lise London.
Alors on va tout de suite dire que c'est l'épouse d'Arthur London. Je ne crois pas que ça la vexe d'être la femme de quelqu'un. Cette femme est, de toute façon, quelqu'un. On va passer ce voyage avec elle, avec sa mémoire, avec son histoire, avec sa personnalité, avec ses repentirs, avec sa fidélité à elle-même et évidemment à son mari. Alors c'est une vie en somme qu'elle va évoquer pour si jamais il y avait des genoux qui arriveraient dans l'histoire de l'humanité. Je ne parle pas du journal, je parle de nous tous. Il faut rappeler qui fut Arthur London, mort en 86, c'était un haut responsable en Tchécoslovaquie, évidemment un communiste, et qui a été arrêté le 27 janvier 1951 et qui a été victime, avec d'autres, de procès fabriqués de toutes pièces par les conseillers soviétiques. C'est une histoire fameuse, ça a été un film fameux de Costa Gavras incarné par Yves Montand et Lise London a été la compagne de cet homme remarquable qui a incarné et qui a permis de découvrir ce qu'était, à ceux qui n'avaient pas encore compris, ce qu'était vraiment le stalinisme. En 1936, Lise London, qui avait à l'époque une vingtaine d'années, s'engage dans les brigades internationales. J'étais très jeune. Quand je suis venue en Espagne, j'avais pas 20 ans encore. J'avais 20 ans, quoi, disons 20 ans. Qui étiez-vous ? Moi, je suis d'origine espagnole. Mais mon père était venu en France en 1900. Il avait 16 ans à l'époque. Pour travailler en France, c'était très pauvre, l'Aragon, d'où il venait. C'était très, très pauvre. Ça ne pouvait pas nourrir les enfants. Et les villages, d'ailleurs, étaient complètement dépeuplés. Ma mère était d'un autre village à 5 km de celle de mon père. C'était pareil. Le siècle dernier, durant tout le siècle dernier, il y a eu le dépeuplement de ces villes qui, à l'origine, étaient des villes riches. On le voit d'après ce qu'il en reste. Moi, je suis d'une famille ouvrière très pauvre. Mon père était un mineur. Et un mineur, il a commencé dans une carrière de pierre et il a fait des tunnels, tout ça. Et vous savez, à cette époque, il n'y avait pas de protection pour les ouvriers. Et quand mon père s'est marié avec ma mère, c'était en 1900, à la fin de 1911. Et donc, ils sont venus au début de 1912 mariés, n'est-ce pas, tous les deux. Et mon père, à ce moment, était déjà silicosé. Et dans cette époque-là, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas de salaire. Il n'y avait pas de secours. Et ma mère, vraiment, elle a fait tous les travaux possibles et imaginables pour qu'on ne meure pas de faim et pour qu'on puisse quand même, qu'elle puisse élever la famille, n'est-ce pas? Alors ça a fait que très jeune, je me suis réveillée aux idées d'un monde nouveau où il y aurait plus de fraternité, plus de... Vous savez qu'il n'y aurait pas tout d'un côté et rien de l'autre, que le travailleur soit davantage respecté et payé à la juste mesure son travail. Ça a été un idéal que j'ai eu tout de suite. Et mon père nous amenait aux réunions syndicales, il nous amenait dans les différentes... Vous savez, quand il y avait des réunions, même quand il y avait les théâtres ouvriers qui jouaient, il y avait aussi Montéus, j'ai vu Montéus, je me rappelle de Montéus, qui était venu chanter à Saint-Étienne les chants, vous savez, qui étaient si populaires à l'époque. Et ça, je m'en souviens très bien, mais je me rappelle que notre adolescence, on l'a passée à Vénissieux. Oui. Et c'était au moment d'ailleurs où la crise économique est arrivée en France. C'était en 29. Oui, c'est la crise économique. Alors là, c'était la misère, parce que là, c'était comme maintenant, on dégraissait. On n'employait pas ce mot à cette époque. Alors papa, sans travail, mon frère, sans travail, ma sœur, elle travaillait. Et moi, on m'avait demandé de travailler, après de laisser mon travail, je travaillais chez Berlier, avec un salaire supérieur qu'à ceux qui avaient de bonnes dactylos, alors que moi j'étais une très mauvaise dactylo, mais avec mes titres de sténotypiste. Alors j'étais là chez Berlier, mais on m'avait demandé, c'était Doron qui était à ce moment-là secrétaire du Parti communiste de la région lyonnaise, et il avait demandé si je pouvais aller travailler, vous savez, pour le secrétariat technique, en même temps tenir la permanence. Il avait averti mes parents. Il dit, bon, on tâchera de lui donner ce qu'elle gagne maintenant chez Berlier, mais vous savez, nous, les rentrées d'argent sont rares, alors parfois on sera longtemps sans pouvoir lui donner de salaire. Et ça, mes parents l'avaient accepté parce qu'ils pensaient que pour la cause, il fallait faire des sacrifices. Vos parents étaient au Parti communiste ? Non, pas ma mère. Ma mère, elle était très croyante. Mon père, lui, il était tout à fait athée. Nous, on a après suivi le chemin de mon père. Nous n'étions pas croyants. Mais on était quand même influencés par le fait que ma mère, c'était une chrétienne avec une foi absolue. Quand on était petit, ma mère nous parlait de Jésus-Christ.
Alors elle nous disait que c'était l'homme qui était venu sauver les hommes sur terre. Papa disait Jésus-Christ, mais c'est le premier communiste. C'est lui qui a lutté contre l'esclavage pour que tous les hommes soient égaux, etc., etc. Alors en définitive, nous, on était contents d'être des communistes comme mon père, parce qu'à ce moment-là, il avait adhéré au Parti communiste, au syndicat d'abord au Parti communiste. Et on était heureux d'être en même temps les adeptes de Jésus-Christ. Alors vous voyez, c'était ça notre enfance. C'était la main tendue avant tout le monde. Voilà, c'était la main tendue. Quelques éléments pour se repérer dans cette histoire, peut-être il faut remonter un petit peu avant 1936. En 1931, c'est la proclamation de la République espagnole, dont évidemment le peuple attend beaucoup, et il le prouve en 1934 par des grèves qui ont un caractère insurrectionnels et qui sont violemment réprimés par un certain général Franco. Des centaines de morts dans les Asturies, des milliers de travailleurs emprisonnés. On trouve à leur tête un syndicat anarchiste, la CNT, l'anarcho-syndicalisme étant à l'époque majoritaire et très puissant dans la classe ouvrière espagnole. En février 1936, il y a un gouvernement de front populaire, de Fronte Popular, qui est porté au pouvoir en Espagne. Et, je le disais, en juillet, c'est le soulèvement militaire avec à sa tête le même général Franco. Elisabeth Ricol, Lise London, raconte Itinéraire d'une camarade. Vous étiez à Paris en 1936 ? À quoi ressemblait 1936 ? En 1936, je suis arrivée de Moscou. J'ai travaillé 2 ans dans l'appareil technique du Comintern comme dactylo. J'avais là-bas... merci beaucoup. Merci. C'est à Moscou qu'on a appris qu'il y avait le coup d'État de Franco. Je suis revenue en France, c'était en septembre, c'est-à-dire un mois plus tard. Un mois et demi plus tard. Et quand je suis arrivée à Paris, je suis rentrée travailler directement au Parti communiste, au 120 rue Lafayette. C'était le siège du parti à ce moment-là. Et j'ai travaillé avec Pierre Allard, qui s'appelait en réalité, mais ça je l'ai appris seulement après-guerre, il s'appelait Ceruti. Et c'était un Italien qui d'ailleurs était sénateur après-guerre et qui lui il a joué un rôle très important et dans la formation des brigades. Et également, c'est lui qui a été, avec Gosna, qui ont créé France Navigation, qui a joué aussi un grand rôle pour le transport des armes d'Union soviétique, où ils vendaient les armes, il fallait encore que ça arrive en Espagne, et qui avait créé cette France Navigation. Alors, quand je travaillais avec lui, j'ai été directement en contact, je dirais, avec justement le début de la formation des brigades. Vous aviez déjà des jeunes et des moins jeunes qui venaient avec l'exposition internationale, mais dont le but était d'aller en Espagne. Alors à ce moment-là, c'était donc le 22 octobre, la date officielle de la constitution des brigades, c'était le jour où le gouvernement espagnol a donné son accord. Mais à ce moment-là, il y avait déjà des étrangers en Espagne. Il y en avait à peu près déjà 2500 à Madrid, qui étaient arrivés par leurs propres moyens. Il y en avait d'autres qui combattaient dans les milices en Barcelone. Moi, je suis venue avec le 3e convoi des volontaires. C'était à la fin d'octobre. Ça devait être le 26 ou le 28 octobre. Il y en avait eu 2 qui nous avaient précédés à 2 jours, l'un 2 jours avant, l'autre 4 jours avant. Et le 3e convoi où je suis allée, moi, Marty m'avait demandé d'aller travailler comme la secrétaire à l'état-major à Albacete parce qu'il n'y avait encore rien d'organisé. Et il m'avait dit, camarade Ricol, camarade Lise, est-ce que vous seriez d'accord de venir ? Mais j'ai dit, écoutez, je ne peux pas, je suis enceinte. C'est pas étant enceinte, moi, c'était en même temps pour moi la sûreté que je retrouverais mon Gérard, comme je l'appelle toujours, qui lui était en Union soviétique, il était en Union soviétique à Moscou depuis déjà fin 1933, pour échapper à une peine de prison qui aurait été très grave, et surtout qu'il était tuberculeux.
Et j'étais sûre que le fait que j'avais un enfant de Gérard en moi, que ce serait, il n'y aurait pas de possibilité que ça empêche que nous nous retrouvions. Vous comprenez, c'était très important pour moi. Et Marty m'avait dit à ce moment-là, je vous promets, dans 2-3 mois, les choses seront déjà en cours, il y aura d'autres personnes, vous retournerez en France et vous accoucherez dans de bonnes conditions. Malheureusement, avec, vous savez, des transports sur les routes très mauvaises, défoncées, alors ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu après une fausse couche et que j'ai perdu l'enfant. Alors je suis restée après à Valence, on m'a soigné. Gérard m'y a rejoint. Vous vous imaginez, mettez-vous ça dans la tête avec un pneumothorax. Il a fait la franchie, vous savez, avec les guides, là, avec un groupe. Eux, ils ont franchi les Pyrénées et ils sont allés jusqu'à Figueras à pied. Ça a été une chose. Moi, je me demande quelle force il pouvait avoir pour pouvoir accomplir toutes ces choses-là. Alors, il m'a rejoint après à Valence et après, nous sommes allés ensuite, au début de novembre, on a rejoint après les Brigades internationales à Albacete. Comment vous étiez reçu? Mon Dieu, c'est un de mes souvenirs les plus extraordinaires. Quand on est arrivé avec ce 3e convoi, on était 2000-2500 à peu près à l'intérieur, et il s'arrêtait à tous les villages quand on a traversé la frontière, et c'était les populations locales et celles qui étaient, vous savez, les voisines, même des petits villages qui venaient. Ils savaient qu'il y avait des internationaux qui arrivaient. Alors là, c'était des scènes inoubliables. Des scènes de fraternité inoubliables avec tous ces gens. Alors, ils saluaient en nous, leurs frères, ceux qui venaient les aider, parce que l'Espagne se sentait absolument abandonnée. Il y avait la non-intervention, le blocus, c'est-à-dire que les autres recevaient des armes. Ils ont reçu toujours les armes, hein, les franquistes. Directement, c'était les Allemands qui les fournissaient en avion tout de suite. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils bombardaient des populations civiles, où la seule défense civile, c'était l'escadrille de Malraux. Il n'y avait pas autre chose à ce moment-là. C'est-à-dire que ça leur était pas difficile d'aller bombarder des populations qui n'étaient absolument pas couvertes par rien. Et il y a eu des bombardements terribles au début. Vraiment, c'était terrible, les bombardements. Quand j'étais à Madrid, là, j'ai assisté à de multiples bombardements, vous savez. Mais c'était épouvantable, parce que les seuls moyens, il y avait des canons anti-aériens. C'était la seule défense qu'il y avait, mais il n'y avait pas de chasse. C'était peu après l'entrée en guerre des brigades internationales. Vous savez, ils sont arrivés, eux, dans la nuit du 7 au 8 novembre, le jour de la mort de mon mari. La nuit du 7 au 8 novembre 1986. Il y avait 2 dates. C'était la révolution d'octobre, la prise du palais d'hiver, et c'était l'entrée des brigades internationales à Madrid. Il est certain que nous, on luttait déjà. On luttait d'abord pour changer le monde, c'est-à-dire la lutte aussi du point de vue économique, du point de vue politique, n'est-ce pas? Mais quand il y a eu le danger fasciste qui s'est précisé, il y a eu un ennemi. Et ça a été notre lutte constante, n'est-ce pas? Depuis le début des années 30. J'étais jeune, vous voyez, j'avais 14 ans à ce moment-là, au début des années 30. Et donc, quand il y a eu cette agression du fascisme international, on parle de la guerre civile. Parce que c'est Franco qui l'a déclenché. Avec quel civil il a commencé? Avec les compagnies de Marocains, de Moros, comme on dit en espagnol. Parce qu'il était, lui, justement, il était le chef de la coloniale. Et il était en Afrique du Nord. Et il y a eu le transport de ses troupes par les avions allemands qui étaient mis à sa disposition. Vous comprenez, c'était vraiment une lutte très inégale. En France, on avait des accords commerciaux avec l'Espagne qui étaient signés déjà en 1935, c'est-à-dire avant le Frente Popular, entre la France et l'Espagne. Et dans les accords qu'il y avait franco-espagnols, il y avait un point, c'était la livraison d'armes pour une valeur de 25 millions de livres sterling. D'abord, le gouvernement Blum avait dit d'accord, on va livrer les armes. 5 jours après, au retournement, on ne livre pas les armes, mais au contraire, il y a l'embargo sur les armes pour l'Espagne. Parce qu'entre-temps, il y avait le gouvernement anglais qui était ultra-conservateur, qui poussait, qui disait d'ailleurs, si vous livrez des armes à l'Espagne, si vous êtes attaqué demain par l'Allemagne, on ne va pas à votre secours.
Et d'autre part, il y avait un mouvement en France, qui était un mouvement d'ailleurs de la droite, qui était quand même assez forte aussi en France. Et on avait aussi les pacifistes. Les pacifistes qui avaient joué un grand rôle pendant la période après la guerre. Mais ils ne se sont pas rendus compte que là, on était dans une autre guerre. Et que dans cette guerre, le pacifisme, c'était tout ce qu'il y avait de pire. C'est comme ça, madame, que vous expliquez la non-intervention de Blum. Ah oui, c'est comme ça que je me l'explique. On a dit qu'il pleurait quand il a reçu plus tard la délégation qui avait été envoyée par le gouvernement espagnol en disant « Je sais, je comprends, mais je suis obligé de le faire », et qu'il pleurait. Alors on dit, il y en a qui disent « Oh, c'était des larmes de crocodile », moi je ne le crois pas. Je ne ferme pas les yeux, croyez-le bien, à la réalité. Léon Blum, 16 septembre 1936. La solution, ce qui permettrait peut-être à la fois d'assurer le salut de l'Espagne et le salut de la paix, c'est la conclusion d'une convention internationale par laquelle toutes les puissances s'engageraient non pas à la neutralité. Il ne s'agit pas de ce mot neutralité qui n'a rien à faire en l'espèce, mais s'engagerait à l'abstention en ce qui concerne les livraisons d'armes, s'engagerait à interdire l'exportation en Espagne du matériel de guerre. Je sais bien ce que chacun de vous souhaite au fond de lui-même, je le sais très bien, je le comprends très bien. Vous voudriez que l'on arrive à une situation telle que les livraisons d'armes puissent être faites au profit du gouvernement régulier et ne puissent pas l'être au profit du gouvernement rebelle, au profit des forces rebelles. Naturellement, vous désirez cela. Dans d'autres pays, on désire exactement l'inverse. Cette intervention aurait changé le monde. Ah mais bien sûr. Si la non-intervention n'avait pas existé, s'il y avait eu la livraison des armes qui auraient dû normalement être vendues à la République espagnole, c'est clair que la République gagnait. Quand vous voyez que des villes se sont portées la poitrine nue devant des armées qui les ont vaincus, vous comprenez? Mais ça, on ne peut pas, en continuation, la guerre. Quand vous êtes après placé devant les tanks, devant les avions, devant toutes les armes modernes, c'est clair qu'après une poitrine nue ne peut pas continuer à pouvoir gagner la victoire. Vous savez, c'est Victor Hugo qui a écrit, quand il y a eu le 18 Brumaire de Napoléon Bonaparte, vous savez, quand il faisait la critique, il avait écrit « Le coup d'État était cuirassé, la République était nue ». C'est ça qu'il a écrit, Victor Hugo. Et vous étiez nu. Oui, la République était nue. Qui étaient les gens? Vous étiez communiste, votre mari était communiste, mais les autres, est-ce qu'ils n'étaient pas tous communistes? Non, il n'y avait pas que des communistes. Vous aviez vous en aviez de très nombreux communistes. Hein. C'était normal, on était au premier front à ce moment-là dans la lutte contre le fascisme. Mais vous aviez des socialistes, vous aviez des sans-partis, vous aviez des romantiques, des gens qui étaient des antifascistes et qui sont allés là-bas avec en même temps un romantisme, n'est-ce pas? Malraux, par exemple. Malraux, vous le classez Malraux, romantique? Moi, à la fois romantique, mais c'était un antifasciste. C'était un antifasciste.
Qu'est-ce que vous dites maintenant sur lui? Quel commentaire vous faites sur Malraux? Je considère qu'il est resté fidèle quand même. Par exemple, sur la question de la guerre d'Espagne et son engagement aux côtés de la République, il est resté fidèle jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous savez qu'il avait toujours juré, même y compris quand il était au gouvernement de Gaulle, que jamais il ne mettrait les pieds en Espagne du vivant de Franco. Et quand il y a eu d'ailleurs une délégation française, lui, il est resté sur le bateau. Il n'est pas descendu. Là-dessus, il a été très fidèle à son engagement. Et je pense que son engagement auprès de De Gaulle, n'est-ce pas, je pense qu'il avait la même sincérité. Autrement, je ne pense pas que De Gaulle lui aurait donné sa confiance. Pendant des mois, nous n'avons pas eu autre chose à faire que d'organiser la discipline révolutionnaire. Le soutien des ouvriers portugais et les cloches des bêtes peuvent sauver la révolte. C'est l'organisation seulement qui peut sauver la révolution. André Malraux. J'ai vu dans une autre maison basse les derniers mercenaires français et américains de l'aviation, découragés, jouer aux osselets par terre. Il n'y avait plus d'avion. Et le sol commençait à trembler sous un autre grondement sourd qui se répétait et qui était l'arrivée des premières brigades internationales et des premiers régiments véritablement organisés d'Espagne. Pour la première fois, en face de l'ancien désordre, commençait l'ordre. L'ordre qui montait vers ce Madrid, qui signifie maintenant no pasarán, beaucoup mieux que ce mot lui-même. No pasarán! No pasarán! No pasarán! Les jeunes ont beaucoup vu le film de Ken Loach, Land and Freedom. Quel commentaire vous avez à faire sur ce film? Et est-ce que vous pourriez expliquer, si c'est possible en quelques mots, ce qui pouvait opposer à l'intérieur des brigades internationales? Vous parlez des événements de mai. Ça n'a pas joué dans les brigades internationales aucunement. Mais la différence qu'il y avait justement entre le POUM et les communistes, par exemple, disons, parce que c'est eux étaient en désaccord, ils ont formé le POUM, n'est-ce pas? Mais eux, qu'est-ce qu'ils voulaient? Il fallait faire la révolution à tout prix. La révolution d'abord, la guerre après. Et si on gagne la révolution, on gagnera la guerre. Mais pendant ce temps, les autres avançaient. Et dans un état de guerre, et quand il y a les fronts et qu'on est en train de se battre, et quand il y a ensuite une deuxième guerre à l'intérieur de la guerre, qui est une guerre fratricide, parce que c'était vraiment fratricide, hein. Parce que comment maintenant, moi, en étudiant tous les problèmes, en réfléchissant depuis qu'il y a eu le cas de mon mari, puis après le 20e congrès et tout ce qui s'ensuit, c'est clair que je ne suis pas restée dans mes idées de jeune enfant naïf, n'est-ce pas? Et là, alors, j'ai beaucoup repensé aussi aux événements de mai. Alors là, je reste complètement contre cette action qui a été prise, n'est-ce pas, avec armée, avec, c'est-à-dire porter la guerre civile à l'intérieur d'une guerre, n'est-ce pas? La guerre dans la guerre. Mais la guerre dans la guerre, mais le jugement que nous avons donné de ces hommes, on les jugeait de trotskistes. On disait c'est Trotsky, ça a été organisé par Trotsky. Ça, c'était absolument faux. La réalité, c'est que c'était des révolutionnaires attardés sur les idées de Bakounine du siècle dernier. Alors je considère donc, c'était le fait de révolutionnaires attardés, mais pas de fascistes. Alors bien sûr, cette histoire, la division à l'intérieur, d'un côté le POUM et les anarchistes, et de l'autre côté les communistes manipulés par les agents soviétiques. C'est ainsi que Arthur Koestler deviendra violemment anticommuniste, je l'ai déjà dit, et comment Orwell dénoncera l'influence du communisme soviétique dans cette histoire. Pour ce qui concerne Lise Landon, elle est toujours communiste, même si elle n'a plus la carte du parti depuis l'intervention soviétique en Afghanistan. Elle défend toujours l'idéal de sa jeunesse, sa foi en un meilleur devenir de la société, mais elle dénonce inlassablement aujourd'hui l'aveuglement tragique, la foi inconditionnelle qui fut celle des communistes envers Staline et l'Union soviétique, entre autres. Elle parle inlassablement du risque fatal de ne plus douter, de perdre le doute, c'est-à-dire la liberté. On avait une foi inconditionnelle. Tout ce qui venait de l'Union soviétique était absolument sacré. Staline, on en avait fait notre Dieu. Alors on était athée,
N'est-ce pas, on s'était fabriqué notre propre Dieu. Une religion laïque. N'est-ce pas, c'était une religion laïque. Et ça, c'était la grande erreur. C'était la grande faute de notre génération. Elle avait des qualités admirables, la génération antifasciste communiste, mais elle a eu cette chose-là. Et ça, je m'efforce de le dire à la jeune génération. Il faut tenir compte que cet aveuglement, dont nous sommes rendus coupables de cet aveuglement, n'est-ce pas? On avait perdu notre sens critique, on avait perdu ce que Marx et puis les chercheurs appellent le doute. N'est-ce pas? Et ça, vous devez tenir compte de cela. La foi que nous avions dans un idéal qu'on considérait juste, et que nous continuons d'ailleurs de considérer juste, d'apporter au monde plus de liberté, de fraternité, plus d'égalité, et en même temps plus de respect pour le monde du travail. Alors ça reste toujours juste. Mais n'oubliez pas que notre erreur, l'erreur de notre génération, c'est d'avoir été des inconditionnels, d'avoir oublié notre esprit critique, le doute, et d'avoir appliqué sans aveuglément tout ce qui venait de l'Union soviétique, y compris par exemple quand on considérait Trotsky comme étant l'âme damnée, que c'était l'homme de Hitler, que c'était, vous comprenez, que c'était l'espion, l'anticommuniste, vous comprenez ces choses-là. Et nous, on considère à l'époque vraiment que Trotsky était vraiment l'ennemi numéro 1 dans le mouvement ouvrier. Donc, on appliquait ça, même sans savoir ce que c'est, ni Trotsky, ni ce qu'il voulait, ni rien du tout. On ne connaissait pas. Et puis dans notre génération, à part les intellectuels, vous savez, la lecture n'était pas notre fort. Vous savez, mais on suivait aveuglément des mots d'ordre sans les comprendre souvent et en les appliquant. À partir de quand vous êtes-vous aperçu, votre mari et vous, de la vraie nature du communisme? Quand c'est tombé sur nous, quand le coup est tombé sur nous, c'est-à-dire quand mon mari a été arrêté, quand il y a eu le procès, vous savez qu'avec les aveux, pendant un moment, alors que j'ai défendu jusqu'au bout et que je pensais qu'il a écrié son innocence, quand il y aurait le procès, on ne nous a pas admis au procès, on ne l'a pas vu le procès. On entendait seulement les voix dans la radio, c'est-à-dire le compte-rendu par la radio. Et j'ai entendu mon mari qui disait, ça je connaissais suffisamment le tchèque pour comprendre, quand on lui demandait s'il plaidait coupable ou non coupable, et qu'il a dit qu'il plaidait coupable. Et qu'ensuite il a commencé à répondre, à dire espionnage, ceci, cela, etc. Moi le ciel me tombait sur la tête d'abord, parce que des aveux, c'est terrible des aveux. Parce que même moi, qui me suis battue jusqu'au moment du procès, qui ai cru qu'au moment où mon mari... Parce que je ne savais pas que mon mari était dans le procès. On m'a toujours dit qu'il était en garde à vue. Pendant 2 ans, c'était long, hein, mais en garde à vue. Et j'ai appris qu'il figurait parmi les 14 accusés du procès Slansky en me rendant au travail le matin, à l'ouverture du procès, quand c'était annoncé dans la presse, aujourd'hui commence le procès contre la bande de traîtres, de terroristes dirigés par Slansky. Et le tableau où figurait dans les 14 accusés le nom d'Arthur London. C'est comme ça que j'ai appris que mon mari était donc un des accusés. Vous êtes ici pour avouer vos crimes. Vous devez tout avouer. Avouez quoi? Qui êtes-vous? L'aveu, un film de Costa Gavras. Avouez vos crimes! Avouez qui vous êtes! 1969. Je suis le vice-ministre des Affaires étrangères. Rien du tout! Vous n'êtes qu'un numéro! Votre numéro! Votre numéro! Numéro 3225. Posez-moi des questions précises. Qu'est-ce que mon reproche? Vous savez très bien! Vous êtes ici pour avouer et vous avouerez. Je vais voir un responsable. Je vous ferai avouer! Vous avouerez! Au début, on cherche à aider le parti. L'aider à voir clair en soi-même et comprendre pourquoi on est là. Quelle faute vous y a conduit? On est tout disposé à faire notre critique, à admettre des erreurs qui ont porté préjudice au parti. Les années de lutte et de discipline, toute notre éducation, nous portaient à croire que le parti ne se trompait jamais, que l'URSS a toujours raison. Combien de fois avons-nous dit tout fiers de cette humilité qu'il valait mieux se tromper avec le parti qu'avoir raison hors de lui? Vous êtes là pour une raison très grave. C'est le parti qui a ordonné votre arrestation. Nous sommes chargés de vous interroger. C'est une affaire internationale d'espionnage et de trahison contre l'Union soviétique et notre pays. Votre devoir est d'aider à l'établissement de la vérité. Je suis prêt à répondre à toutes les questions. Très bien. Où et quand êtes-vous entré en relation avec les services américains dirigés par Landels? Comment avez-vous été recruté par l'espion américain Noel Field? Avez-vous collaboré avec d'autres espions américains en dehors de Noel Field? Mais jamais, nulle part, par personne. Taisez-vous! Répondez aux questions!
Cette affaire fera tomber des têtes. Nous avons toutes les preuves. Nous employons des méthodes dont vous n'avez pas idée. Vous avouez vos crimes. Votre sort dépend de vous. Avouer? Et avouer quoi? Et là, dernièrement, pour le numéro spécial pour les Brigades internationales, on a demandé que je fasse un article. Mais comment était mon article? Justement en éclairant les côtés lumineux et en éclairant les côtés sombres et en demandant que la jeunesse, tout en étant héritière de nos qualités de l'époque, qui était quand même, c'était magnifique. Magnifique. Cette camaraderie, tout cela, n'est-ce pas? Et puis, comment cette fois, il faut lutter, le fascisme ne passera pas, etc., etc. Mais surtout, ne copiez pas notre côté qui est le côté sombre, notre aveuglement. Et ça, je leur dis. C'est pas parce que le stalinisme et en grande partie le communisme a été un aveuglement dramatique et qu'il faut dénoncer que ce pourquoi vous vous êtes battu tout au cours de votre vie est discrédité. Absolument. C'est mon opinion, c'était aussi l'opinion de mon mari. C'était une nouvelle version d'un entretien de Daniel Mermet avec Lise London, réalisé le 19 novembre 1996 dans le train Albacete-Barcelone. À voir sur ce sujet L'Aveu, le film de Costa Gavras, adapté du livre éponyme d'Arthur London, l'époux de Lise London. Vous retrouverez toutes ces informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission. Là-bas si j'y suis, et sur le site la-bas.org, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Cédric Lalanne et Ronan Mahé, réalisation Bertrand Chaumeton et Franck Adhérer. Assistante Marina Touillez, chef